Sous le soleil brûlant de l'Ouest américain, une mère célibataire tenait son fils de 8 ans contre elle alors qu'il haletait sur le bord de la route. Il venait d'être battu et jeté comme des ordures par la famille de son mari. Personne ne s'était arrêté. Personne ne s'en souciait. La mort n'était qu'à un battement de cœur. Mais un inconnu s'est arrêté et a dit. Certains meurent à l'ombre. D'autres survivent comme s'ils brûlaient vifs au soleil. Le long d'une portion déserte d'autoroute fédérale de l'Ouest américain, pas de station-service, pas de maison en vue. Sous la chaleur estivale la plus impitoyable, une mère et son enfant gisaient, effondrés au bord de la route. Personne ne s'était arrêté. Personne ne s'était retourné. Seul le vent soulevait la poussière rouge, et un appel à l'aide, faible comme un murmure, se perdait dans le sable. Le soleil de l'Ouest s'abattait comme une punition. Les températures dépassaient les 38 degrés Celsius, faisant fondre l'asphalte sous chaque pneu qui passait. Pas d'ombre, pas d'auvent, juste de la terre, du gravier et des vents secs soulevant la poussière. Au bord d'une petite route tranquille menant du lotissement de Whitmore à l'autoroute, loin de tout quartier principal, Clara Bennett était affalée sur le sol avec son fils. Sa robe en coton était déchirée aux genoux, ses cheveux emmêlés, sa peau brûlée par le soleil pelait. Du sang marquait son front. Elle serrait fort Elliot, 8 ans, inconscient, les bras gonflés et desséchés par le soleil. À côté d'eux se trouvait un sac en tissu déchiré et une bouteille d'eau presque vide. Pas d'ambulance, pas de téléphone, personne ne passait. Seul le bourdonnement des cigales et cette chaleur qui coupe le souffle. Clara murmura d'une voix brisée et s'éteignant. « Elliot, réveille-toi. S'il te plaît, ne me fais pas peur. Je t'en supplie. » Mais il ne répondit pas. Ses lèvres étaient bleues. Sa petite main serrait encore le bas de sa robe. Comme si, au fond de lui, il gardait espoir. Derrière une clôture en fer forgé, à travers les vitres teintées du salon du rez-de-chaussée de la résidence Whitmore, Béatrice Whitmore observait. Amie d'enfance de feu Charles Whitmore, l'homme dont la famille avait traité Clara comme l'une des leurs. Elle portait une robe blanche immaculée et tenait un verre de thé glacé. Son expression n'était ni colérique ni compatissante, juste froide, comme le tintement des glaçons dans son verre. Elle n'a rien à faire ici. Je ne suis plus là, dit une voix d'homme derrière la vitre. C'était Percy Langston, l'ami le plus proche de Charles et le conseiller financier de la famille Whitmore. Non loin du portail automatique qui venait de se verrouiller, Clara était assise sur le trottoir, tenant son enfant dans ses bras. Elle ne leva pas les yeux. Elle serrait simplement son fils plus fort, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse lui aussi de ses bras. Sur le sol brûlant, où les cigales hurlaient comme des violons brisés, son cœur tremblait pour la seule chose qui lui restait. Elliot. Tout le reste, les accusations, le jugement, le manoir derrière elle ne signifiaient plus rien. Si elle pouvait sauver son fils, elle pouvait tout endurer. Et juste au moment où tout espoir semblait flétri, écrasé par la cruauté et le silence, un véhicule ralentit jusqu'à s'immobiliser. À partir de ce moment, l'histoire prit une autre tournure. Non pas par miracle, mais parce qu'un inconnu décida de s'arrêter. Le moteur ronronna sous le soleil brûlant. Un Ford F-150 gris argenté, poussiéreux, s'arrêta lentement sur le bord de la route. L'homme derrière le volant baissa la vitre, plissant les yeux sous la chaleur. Il ne s'arrêta pas par pitié, mais parce qu'un souvenir lui serrait la poitrine. Silas Whitmore, 41 ans, était un millionnaire reclus. Il possédait des centaines d'hectares de terres agricoles et détenait des participations dans plusieurs grandes entreprises de l'Ouest. Après avoir perdu sa femme et sa fille dans un incendie, il s'était retiré de la société, choisissant une vie solitaire dans un ranch isolé à la périphérie de la ville. Il évitait les gens et les questions. Puis il la vit, une femme épuisée, berçant un enfant inconscient. Son regard croisa le sien las, féroce, inflexible. On aurait dit une louve blessée, prête à mordre quiconque s'approcherait trop près. Silas sortit du camion, gardant une distance respectueuse. Il s'accroupit légèrement, sans bouger, et dit d'une voix calme et honnête. Le garçon a de la fièvre. J'ai de l'eau et un camion. Laissez-moi vous aider. Clara leva les yeux, le regard hésitant. Elle n'avait plus la force de résister. Non pas par confiance, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix.
Sa main serrait toujours son fils, mais cette fois, elle ne se retira pas. « Je ne vous toucherai ni l'un ni l'autre, dit Silas. Mais il est en feu. J'ai de l'eau, j'ai un camion et je connais un médecin. Laissez-moi vous emmener. » Il ne s'approcha pas. Au lieu de cela, il ouvrit une bouteille d'eau, la posa par terre à quelques mètres, puis recula. Le geste prit Clara au dépourvu. Personne au domaine de Whitmore n'avait jamais rien fait de tel. Personne n'avait même jamais rien demandé. Clara baissa les yeux vers Elliot, lèvres gercées, souffle court. Elle savait que s'ils attendaient une minute de plus, elle risquait de le perdre. Des larmes lui montèrent aux yeux. Puis elle hocha la tête. Ce n'était pas un signe de confiance. C'était un signe de reddition. L'atmosphère semblait pourtant moins tendue. Un visiteur inattendu. À midi, Mildred Milan est arrivée. L'épouse du shérif, une femme d'une quarantaine d'années, à la silhouette robuste et aux yeux bienveillants, avait été infirmière à l'hôpital de la ville. Elle n'était pas venue les mains vides. Elle avait apporté un panier rempli de pâtisseries maison, de pommes fraîchement cueillies dans son jardin, un pot de son propre miel, et un cœur assaisonné d'expérience et libre de tout jugement. Mildred frappa doucement 2 fois avant d'entrer, comme si elle savait que sa présence ne serait pas importune. Clara Hara, prise au dépourvu, s'essuya rapidement les mains sur son tablier, mais Mildred sourit simplement. « J'ai entendu dire que nous avons de nouvelles personnes autour de nous. Je ne suis pas là pour fouiner, je pensais juste. Dans cette ville, quand quelqu'un commence une nouvelle vie, il ne doit pas se sentir comme un fardeau. » Clara Hara bougea, baissa la tête. Mildred posa le panier sur la table et s'assit à côté d'elle sans attendre d'invitation. Elle versa du thé dans 2 tasses en porcelaine ébréchée et parla calmement. « Je connais Silas depuis qu'il était rasé de près. J'ai connu Emily, sa femme, et la petite Annie. Mon mari et moi l'avons aidé à tout organiser après leur décès. Tu sais, après ce jour-là, Silas n'a pas quitté le ranch pendant une année entière. » Clara Hara resta silencieuse, mais son regard croisa lentement celui de Mildred. Mildred le remarqua et hocha doucement la tête. Depuis le décès d'Emily et d'Annie, Silas n'a laissé entrer aucune inconnue dans cette maison. Personne n'a eu la patience ou la gentillesse de lui faire ouvrir la porte. Mais toi, tu es différente. Tu es restée. Pas par curiosité, ni par pitié. Peut-être que pour des étrangers, c'est une coïncidence. Mais pour moi, c'est un signe. Une lueur d'espoir au milieu des flammes dans lesquelles il est piégé depuis 6 ans. Clara Hara serra les mains sur ses genoux, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je lui suis reconnaissante, mais je ne pense pas être quelqu'un de spécial. J'essaie juste de survivre. Mildred sourit chaleureusement, le regard doux. Parfois, ce sont ceux qui ne se considèrent pas comme spéciaux qui aident les autres à trouver une raison de continuer. Ils étaient assis ensemble, sirotant du thé dans la vieille cuisine. L'une avec un cœur autrefois brisé, l'autre encore en train de reconstruire le sien. Rien n'était sûr, mais pour la première fois, Clara Hara sentait que sa présence n'était pas un fardeau. Une nouvelle routine. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Clara Hara et son fils s'étaient réfugiés au ranch. Aucun accord formel n'avait été conclu, mais les repas partagés, les lessives et les serviettes séchant sur le porche avaient transformé leur séjour temporaire en quelque chose de plus permanent. Silas ouvrit la porte de la grange et entra lentement dans la cour. Clara Hara marchait à ses côtés, les mains encore saupoudrées de farine. Ils ne souriaient pas, mais leurs pas semblaient plus légers. Le soleil du soir projetait une teinte dorée sur le vieux toit de la grange. L'odeur du foin se mêlait au craquement des poutres en bois et au claquement rythmé des sabots des chevaux, une mélodie familière. Silas désigna une petite selle accrochée près de la grange. Annie adorait monter à cheval. Elle appelait Daisy sa meilleure amie. Chaque fois qu'elle montait, elle criait « Je vais être une cow-boy comme papa ». Clara Hara rit doucement, puis marqua une pause. Elle le regarda et remarqua un chapeau de cow-boy d'enfant, délavé et usé, accroché à un piquet en bois près de la clôture. Silas parla doucement. « Je n'ai partagé ça avec personne depuis 6 ans. Tu es la première. » Clara Hara ne répondit pas. Mais dans ce silence, Silas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sécurité.
Le réconfort d'être digne de confiance, sans avoir besoin d'explications. Au fil des jours, Clara Hara et Silas commencèrent à changer, même si aucun des deux ne le disait à voix haute. Clara Hara devint moins réservée, son sourire revenait chaque matin en regardant Elliot jouer dans la cour. Ses blessures n'étaient pas complètement cicatrisées, mais elles commençaient à se refermer. Silas, autrefois l'ombre d'un homme, commença à s'ouvrir. Pour la première fois en 6 ans, il raconta des souvenirs simples d'Emily et de la petite Annie. Il parlait lentement, comme s'il réapprenait à partager, à nommer son chagrin. Clara Hara écoutait. Elle ne l'interrompait pas et ne manifestait aucune pitié, juste une sincère empathie. Mildred lui avait parlé de la douleur de Silas, mais maintenant, en l'entendant de sa bouche, elle en saisissait pleinement la profondeur. En vivant avec Clara Hara et Elliot, Silas commença à redécouvrir l'essence de la famille. La maison, autrefois silencieuse, résonnait désormais de voix et de rires. La cuisine se réchauffait de soupe bouillonnante et de l'arôme des viennoiseries. La table à manger, longtemps inutilisée, accueillait désormais repas et conversations. Ils se tenaient ensemble au milieu de l'herbe murmurante, sous le coucher de soleil cramoisi. Ils ne parlaient pas de leur chagrin, mais tous deux ouvraient peu à peu leur cœur. Et à cet instant, Silas réalisa qu'il ne vivait plus uniquement dans le passé. Il ne l'appelait pas « amour ». Personne n'osait utiliser ce mot. Mais leur présence quotidienne dans la vie de l'autre commençait à adoucir les souvenirs endurcis, et peu à peu, leurs cœurs apprirent à se faire confiance. Clara Hara commença à rester plus longtemps que prévu, bien qu'elle ne le dise jamais à voix haute. Ses gestes en disaient long. Chaque matin, elle enseignait ses lettres à Elliot, faisait la lessive, préparait les repas, raccommodait les vieux vêtements, et nettoyait les recoins de la ferme depuis longtemps oubliés. Ruby May, la voisine de 17 ans qui s'occupait souvent du jardin, commença à passer plus souvent. Elle aidait Clara Hara à arroser les plantes et jouait avec Elliot, tandis qu'il retrouvait peu à peu ses esprits. Mildred lui rendait visite chaque semaine, apportant du pain maison et partageant des histoires chaleureuses et sinueuses. Un après-midi, pendant le déjeuner dans la chaleureuse cuisine en bois, le silence se fit après le rire d'Elliot. Clara Hara coupait du pain et Silas versait de l'eau quand Elliot demanda soudain. « Monsieur Silas, pourrais-tu être mon père ?» La salle se figea. Clara Hara se raidit, posa le couteau et caressa doucement la tête de son fils. « Elliot, ne dis pas ça. Monsieur Silas, il ne peut pas. » Silas leva légèrement les yeux, toujours fixés sur le verre d'eau. Mais Elliot continua, sans se gêner. « Je veux juste que maman ait quelqu'un. Un bon papa comme Monsieur Silas. Il n'est pas méchant. Il ne fait pas pleurer maman comme le faisait papa Charles. » Clara Hara se tourna vers son fils, les yeux remplis de larmes. Elle n'avait pas réalisé à quel point son petit garçon l'observait attentivement. « Tu n'aimes pas papa Charles ?» Elliot hocha la tête. « Je ne veux plus que maman souffre. Je sais qu'elle pleure encore la nuit. Je veux juste quelqu'un qui la fasse sourire, comme quand elle parle à Monsieur Silas. » Silas entendit chaque mot. Il se leva, prit doucement la main d'Elliot et le conduisit à la table à colorier près de la fenêtre. « Il y a une meilleure lumière ici. Vas-y, colorie. Plus tard, papa t'aidera à dessiner un cheval. » Ce n'était pas un accord formel, mais la façon dont Silas se désignait comme « papa » fit bondir le cœur d'Elliot. Le garçon ne put cacher son sourire joyeux. Ses yeux pétillaient comme s'il avait découvert quelque chose de magique. « Papa, maintenant j'ai un père, et c'est le meilleur. » Clara Hara, troublée, s'apprêtait à le reprendre lorsque Silas revint, toujours souriant. Elle murmura. « Je suis désolée, il ne le voulait pas. » Mais Silas l'interrompit doucement. « C'est bon. Je suis content qu'il voie ça en moi. » Son doux sourire ne montrait aucune gêne. Clara Hara resta silencieuse, mais quelque chose en elle s'adoucit. Elle resta assise, les larmes tombant doucement sur ses mains. Silas revint, lui versa un autre verre d'eau et, pour la première fois, il demanda. « Tu ne m'as jamais dit ce qui s'est passé. Pourquoi étiez-vous allongés, toi et ton fils, au bord de la route ce jour-là ?» Clara Hara le regarda dans les yeux. Silas parlait lentement, sa voix calme, mais pas pressante. « Si tu n'es pas prête, tu pourras me le dire une autre fois.
Mais si c'est aujourd'hui, je suis là pour t'écouter. Clara Hara prit une profonde inspiration. Je pense que je suis assez objectif. Clara Hara la regarda droit dans les yeux. Je n'ai jamais demandé la pitié de personne. Et si vous pensiez vraiment avoir raison, vous n'auriez pas besoin de parler en public. Béatrice hésita, son sourire s'effaçant. La foule environnante se tut. Elliot serra la main de sa mère et leva les yeux. Ça va, maman? Clara Hara se pencha et lui brossa les cheveux. Je vais bien parce que je sais que je n'ai rien fait de mal. Béatrice se détourna, mais son ombre persistait dans l'atmosphère tendue du marché. Clara Hara sortit, la tête haute, non pas avec arrogance ou amertume, mais comme une mère déterminée à protéger la vérité. Finn Morgan, un jeune journaliste de Chicago connu pour ses enquêtes sur les affaires civiles, avait entendu parler des rumeurs. Il était arrivé en ville avec son appareil photo, son carnet et son instinct journalistique aiguisé. Finn avait rencontré Clara Hara, puis Silas. Il avait visité discrètement le bureau juridique qui détenait autrefois les registres des transactions foncières et des investissements. Il découvrit une vérité différente. Charles Whitmore avait conspiré avec Percy Langston pour falsifier un transfert de terre, faisant perdre à Silas plus de 40 acres de champs de foin, il y a des années. Clara Hara n'en avait aucune connaissance, mais cette révélation devint la clé pour laver son nom. Finn ne s'arrêta pas là. Il s'approcha de Clara Hara par un après-midi pluvieux. Dans un petit café rarement fréquenté au bout de la rue, il posa son carnet sur la table et demanda. J'ai entendu beaucoup d'histoires, beaucoup de rumeurs, mais je n'écris pas sur la base de oui-dire. Je veux entendre la vérité de votre part. Clara Hara le regarda, surprise. Après un moment de silence, elle hocha la tête. Si mon histoire peut aider quelqu'un d'autre à éviter d'être mal compris comme je l'ai été, je suis prête à la partager. Finn écouta attentivement. Il prenait des notes à la main, sans enregistrer, démontrant ainsi sa confiance. À la fin de leur conversation, il se leva et serra la main de Clara Hara. Merci. Je ne le ferai pas juste pour un article. Je veillerai à ce que la vérité ait sa place. À partir de ce jour, Finn n'était plus seulement un journaliste. Il était quelqu'un qui rassemblait les fragments pour donner une conclusion légitime à une histoire déformée par le pouvoir et les préjugés. Clara Hara rendit visite au shérif Amos Mlan, le chef de la police de la ville, lors d'un après-midi tranquille au poste. Elle ne pleura pas, ne supplia pas. Elle plaça simplement une copie du rapport médical d'Elliot, plusieurs comptes rendus manuscrits des événements, et rencontra son regard, sans peur, simplement sérieuse. Elle dit. Je n'ai rien à perdre, sauf mon fils, et j'ai besoin que tu saches la vérité. Le shérif Amos Mlan, la cinquantaine, grand, à la voix grave et aux yeux expérimentés, ne crut pas d'emblée le récit de Clara Hara. Il avait connu Charles, avait fait confiance au récit que Béatrice et Percy lui avaient présenté. Il avait reçu des plaintes des habitants de la ville, pour la plupart fidèles à la vieille famille Whitmore, concernant des activités suspectes à la ferme de Silas. Amos hésita. Il savait que Silas était un homme réservé, mais sans défaut. Clara Hara n'était qu'une femme abandonnée par son mari. Son passé le rendait incertain. Puis Finn Morgan arriva. Le jeune journaliste, aux cheveux ébouriffés et aux chaussures poussiéreuses, n'exprimait aucune émotion. Il laissa simplement un dossier, copie de contrat falsifié, déclaration d'un ancien comptable, et une procuration que Charles avait signée dans le dos de Silas pour légitimer la saisie des terres. Elle n'a trompé personne, déclara Finn succinctement. Le trompeur est mort, et ceux qui sont vivants gardent ce secret. Amos ne dit rien. Ce soir-là, il était assis à sa table de cuisine, la lumière projetant des ombres sur son visage ridé. Mildred, après avoir posé une tasse de thé, le regarda droit dans les yeux. Vous avez juré un jour de justice, et la justice ne s'accorde pas avec les rumeurs. Le lendemain matin, le shérif Amos ajusta son chapeau, épingla son badge, et frappa à la porte de la ferme Whitmore. Non pas pour interroger, mais pour écouter. Clara Hara ouvrit la porte. Ses yeux montraient encore des traces de fatigue. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur. Pour la première fois, quelqu'un en uniforme se tenait du côté de la vérité, et Clara Hara, après tout, ne voulait plus être simplement protégée.
Quelques jours plus tard, elle revint au poste de police. Cette fois, ses pas étaient résolus, son regard inébranlable. Elle n'apporta pas seulement les documents de Finn, mais aussi un épais dossier de preuves qu'elle avait elle-même rassemblé. Des photos du jour de l'accident de Charles, des messages menaçants de Béatrice, le témoignage d'une ancienne femme de ménage qu'elle avait localisée grâce à un réseau de femmes maltraitées dans un groupe caritatif. Plusieurs enregistrements extraits de messages vocaux qu'elle avait conservés comme unique échappatoire au silence. Elle tenait la tête haute, regardant directement Amos. « Je ne peux pas laisser mon fils grandir en pensant que sa mère a abandonné. Je ne laisserai pas les autres réécrire mon histoire avec des mensonges. À partir de ce moment, je me battrai pour ma vérité. » Amos regarda Clara Hara pendant un long moment. Puis il hocha la tête, non par pitié, mais par respect. Cette fois, Clara Hara n'était pas venue demander la permission. Elle était venue pour reconquérir la vérité de ses propres mains. Ce soir-là, Silas était assis seul dans le salon. La pièce était sombre, éclairée uniquement par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Dans ses mains se trouvait une vieille photographie, Émilie et la petite Annie souriant lors d'une journée ensoleillée. Derrière le cadre en verre se trouvait un monde qu'il n'avait pas osé revisiter depuis 6 ans. Silas regarda la photo en se parlant doucement à lui-même. « Puis-je l'aider, elle et son fils ? J'ai endossé le rôle du père d'Eliot. Est-ce que cela vous rendrait triste, toi et notre fille ?» Il soupira, les yeux fixés sur le cadre. « Mais je ne peux pas détourner le regard quand je vois quelqu'un tomber comme je l'ai fait autrefois. » Silas ferma les yeux, et du plus profond de lui-même, quelque chose comme une brise chaude s'infiltra dans son cœur, comme si Émilie était là, souriante, comme s'il entendait la voix de sa petite fille. « Tu n'es plus seul, n'est-ce pas, papa ?» Un après-midi, alors que la douce lumière du soleil baignait le porche de la ferme, une brise légère bruissait dans l'herbe sèche, portant le parfum du bois vieilli et du foin du matin. Clara Hara ramassait du linge sur la corde, les mains encore humides d'eau savonneuse, lorsque le bourdonnement lointain du camion postal résonna dans le virage du chemin de terre. Elle sortit, se déplaçant avec sa grâce habituelle. La boîte aux lettres en bois patiné grinça lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des publicités froissées, une facture d'eau, et, au milieu d'elle, une épaisse enveloppe scellée avec une cire rouge foncée portant le sceau du tribunal du comté de la vallée ombragée. Clara Hara récupéra la lettre, le regard fixé sur le timbre rouge séché. Le vent cessa. Le monde sembla s'arrêter. Ses mains tremblaient tandis qu'elle déchirait le bord du papier. Les mots imprimés en gras blessèrent profondément. Pétition pour la garde d'Eliot Bennett déposée par Vivien Whitmore, mère du défunt Charles Whitmore. Motif, Clara Hara Bennett est jugée inapte à fournir un environnement stable à l'enfant. Clara Hara se tenait immobile au soleil, le visage pâle. Elle serra la lettre, puis retourna tranquillement dans la maison. Dans le salon, Eliot dormait sur le canapé, les joues rouges d'une sieste inachevée. Un petit pied dépassait sous une couverture légère. À côté de lui, un verre de lait avait refroidi et un livre de coloriage était ouvert, des crayons éparpillés autour. Clara Hara ne dit rien. Elle s'assit doucement à côté de son fils, le berçant comme s'il pouvait disparaître sans son étreinte. Elle baissa la tête, pressant ses lèvres contre son front, ses mains tremblantes, ses épaules tendues. « J'ai couru toute ma vie, mais cette fois, murmura-t-elle d'une voix étranglée, je ne reculerai pas. » Elle posa une main sur son cœur, sentant un rythme régulier, non de panique, mais de résolution. Elle n'était plus la femme abandonnée au bord de la route. Cette fois, elle se battrait. Depuis la porte, Silas regardait en silence. Il venait de rentrer des écuries, son manteau poussiéreux.